Bonjour à tous, elle a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme, puis secrétaire d'État au sport dans le deuxième gouvernement Fillon, vice-présidente du Parti radical, elle est membre de l'UDI et siège depuis 2010 au Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour Ramayad. Bonjour. François Hollande reçoit à partir d'aujourd'hui les différents chefs de parti pour évoquer la réforme territoriale. Ce matin, les Échos parlent d'une réforme qui pourrait aller encore plus vite que prévu, avec peut-être une carte des régions, une nouvelle carte des régions définie dès la rentrée. Est-ce que le président a raison d'accélérer ? Écoutez, au fond, la réforme, le contenu de la réforme compte autant que la méthode. Et la méthode suppose que les principaux concernés soient aussi consultés. Vous savez que Marylis Lebranchu, depuis la formation du gouvernement de François Hollande en 2012, consulte, mais on ne sait le produit de ses réflexions. Il y a des oppositions ici ou là. La pédagogie de la réforme est absolument nécessaire. Donc j'espère que ce délai permettra de faire la pédagogie de la réforme. Je pense que les Français sont favorables à un allègement du millefeuille territorial, mais il faut le faire dans un esprit de simplification, de clarification des compétences, parce qu'une fois que vous simplifiez, qui va faire quoi par rapport au département, à la région, à la commune, et puis à un consensus autour de la réforme. Ce travail de pédagogie, vous estimez qu'il est possible de le faire dans le peu de temps qu'il reste avant la rentrée 2014 ? Comme je vous disais, cette consultation a commencé dès 2012. Sauf que le gouvernement n'a pas tiré profit de cette consultation. On ne sait pas le résultat, on ne sait pas ce qui a été dit, tout ça a été fait dans les coulisses. Donc aujourd'hui, face aux oppositions, il faut absolument qu'il y ait un consensus. Peut-être qu'ils y arriveront. Nous, à l'UDI, on est clairement dans l'idée qu'il faut simplifier le millefeuille administratif, mais pas n'importe comment. Il faut une pédagogie de la réforme, un consensus et une simplification avec des compétences claires pour chaque échelon territorial. Yves Jégo, le président par intérim de l'UDI, réclamait ici même lundi des états généraux des territoires. Jean-François Copé, ce matin, demande un référendum. Quel est votre avis sur le sujet ? Vous savez, le citoyen, j'ai la conviction que le citoyen doit être concerné par la réforme. Et pour l'être, il est important qu'il sache ce qu'il fait quoi. Cela m'importe davantage que le mode de consultation. La consultation doit se faire au niveau des élus incontestablement. La consultation doit se faire au niveau des associations territoriales. Bon, ça peut passer par des assises, par des états généraux. Ça, quelle que soit la forme, en tout cas, ça suppose une consultation nécessairement. Et je me situe plus dans ce que propose Yves Jégo, évidemment. Quant à un référendum, le référendum, c'est toujours compliqué parce qu'on ne répond pas à la bonne question. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Alsace. On voulait simplifier le nombre de sous-préfectures, réduire le nombre de sous-préfectures. Et finalement, on est resté au statu quo parce que les élus locaux ont fait prévaloir qu'un département allait l'emporter sur l'autre. Donc, et finalement, il ne s'est rien passé. Pour arriver à un référendum, il faut une pédagogie. Et pour cela, il faudrait plus de temps que ce que prévoit François Hollande. Il faudra plus de temps. Plus de temps si on va aller au référendum, à mon avis. Que, quoi, 6 mois ? Oui, 6 mois. 6 mois, c'est pas assez. 6 mois, c'est pas assez. Non, parce que là, sinon le référendum devient un prétexte à une sanction de la politique gouvernementale plutôt qu'à une réponse à la question posée. Or, moi, j'ai envie pour mon pays, pour l'intérêt de mon pays, que cette réforme réussisse. Nous sommes maintenant à 10 jours des élections européennes, un scrutin qui se résume pour l'instant à une question. En tout cas en France, le FN sera-t-il le premier parti de France à l'issue des élections? C'est un peu dommage, on est passé à côté des enjeux européens. Tout à fait d'accord. Il y a une invisibilité totale de ces élections européennes. On a l'impression que les médias relaient peu, et de l'autre côté, les Français ne semblent pas très concernés. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Pardonnez-moi, mais les politiques non plus ne font pas le maximum durant cette campagne. Peu de meetings, peu d'émissions sur la question. Mais nous, on a des meetings, des meetings. Moi, j'ai été dernièrement au meeting de Lyon, où tous les centrés s'étaient rassemblés. Donc, il y a d'autres meetings qui vont se tenir à Valenciennes le 22, à Montpellier. Donc, on a des meetings. Simplement, on a du mal à intéresser. Beaucoup de candidats se plaignent d'une absence, d'un défaut de médiatisation. Sans doute, peut-être aurait-il fallu avoir aussi désigné des chefs de file davantage visibles auprès des Français, plus identifiés auprès des Français, c'est vrai. Cela n'enlève en rien la valeur de nos candidats, qui sont, pour ceux qui sont sortants et qu'on connaît, de bons députés européens, très bien classés d'ailleurs. Simplement, l'Europe, pour les Français, ou bien c'est loin, donc ça peut être un scrutin des fouloirs, ou bien, comment vous dire, c'est l'occasion pour eux d'exprimer une forme de déception par rapport à la politique du gouvernement. Voilà. Et c'est dommage parce que la pédagogie, là encore, de cette élection européenne n'est pas forcément faite.
On a vu ces dernières semaines pas mal de prises de position contradictoires au sein de l'UMP, votre ancienne famille politique. Quel regard portez-vous sur les déclarations d'un Laurent Wauquiez, d'Henri Guénaud, qui glissent progressivement vers des positions assez eurosceptiques? Sur le principe, moi je pense que dans un parti politique, on devrait pouvoir exprimer son avis, surtout sur des sujets aussi fondamentaux. Je suis pour la liberté d'expression. Depuis le premier jour de mon engagement politique, j'ai mis en avant cette liberté d'expression, même si ça m'a coûté cher, parce qu'il y a dans les partis une immaturité démocratique. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas que certains puissent faire prévaloir leur liberté de conscience et sur des sujets aussi fondamentaux. Je l'ai fait sur les droits de l'homme. Que n'ai-je dit? Que n'ai-je fait? J'ai eu toute la majorité contre moi et je me retrouvais souvent dans une situation d'isolement dans le gouvernement ou dans la majorité de l'époque, mais certainement pas aux yeux des Français. Et ce que disent Laurent Wauquiez ou Henri Guénaud, à mon avis, même s'il n'y a pas d'unanimité à l'UMP par rapport à ce qu'ils disent, il faudrait pouvoir le laisser parler, parce qu'un homme politique élu qui dépend de ses électeurs a quand même le droit d'exprimer son opinion. On les a bien entendu parler là pour le coup. Moi je pense qu'il faut respecter cette liberté d'opinion-là sur des sujets aussi fondamentaux que la question européenne. Alors au sein de la famille centriste, cette fois, la succession de Jean-Louis Borloo s'organise. Vous-même êtes candidate à la présidence du Parti radical, ce sera pour la mi-juin. Est-ce qu'on échappera à une guerre des chefs au sein du Parti radical, au sein de l'UDI également à l'automne? On fera tout pour. Moi, en tout cas, dans ma campagne, dans le cadre du Parti radical, je n'attaque personne, je respecte l'autre candidat. De toute façon, on va se retrouver, on est dans une même famille politique, on n'est pas des adversaires. Et cela n'empêche pas d'ailleurs les différences. Et je tiens d'ailleurs à valoriser nos différences politiques, c'est-à-dire sur le fond, sans attaque personnelle et dans le respect d'un scrutin équitable. Après, pour l'UDI, évidemment, la responsabilité des patrons de l'UDI est aujourd'hui immense. Après le vide laissé par Jean-Louis Borloo, vous imaginez bien que la succession est un moment assez délicat pour nous et nous devons réussir cette échéance absolument. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous n'avons pas le droit de mettre en cause notre unité, nous avons un devoir, une obligation de réussite, c'est indispensable. Et moi je ferai tout pour être de ceux qui sont là pour pacifier les choses et pour ne pas créer de tension. Vous-même serez candidate à la succession de Jean-Louis Borloo à la tête de l'UDI? Non, absolument pas. Je ne serai pas candidate parce que je suis candidate à la présidence du Parti radical. J'ai envie, au sein du Parti radical, d'être les ambassadeurs des radicaux au sein de l'UDI. J'ai envie de porter un projet politique que je leur ai d'ailleurs présenté ces derniers jours, qui porte sur une meilleure reconnaissance de ce parti qui est le plus vieux de France et qui, paradoxalement, est le plus confidentiel. Ce n'est pas normal. D'autant plus que les valeurs que porte ce parti, je pense à la laïcité, sont extraordinairement modernes. Et si nous n'arrivons pas à donner de la visibilité à nos valeurs, c'est pas tout, mais c'est en tout cas nécessaire pour parler aux Français, leur adresser un message politique, eh bien nous laissons cela à Marine Le Pen, comme c'est le cas avec la laïcité. Donc moi, mon objectif est clair, faire rayonner ce parti parce qu'il le mérite et les Français gagneraient à le connaître. Très rapidement, Ramayad, l'ancienne secrétaire d'État au sport que vous êtes a forcément jeté un œil sur la sélection française pour la prochaine Coupe du Monde. Vous croyez aux chances de l'équipe de France? Bien sûr, je crois en ses chances. L'équipe de France est une grande équipe de football. Ses talents individuels sont particulièrement appréciés, on le voit avec la séduction qu'ils exercent auprès des clubs étrangers. Et puis en même temps, c'est vrai que ces dernières années, sous l'ère de Domenech, on avait eu du mal avec l'esprit collectif. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que l'esprit collectif est un peu plus présent. On l'a vu face à l'Ukraine pour les matchs de qualification, le dernier match de qualification qui a été juste extraordinaire, une équipe de France dos au mur qui a déjoué tous les pronostics, c'était juste incroyable. Donc cette équipe de France, moi j'y crois, et en plus il y a une nouvelle génération qui est montée, un entraîneur qui sait se faire respecter de ses joueurs, donc les conditions sont réunies pour qu'ils soient bons. Maintenant, une Coupe du Monde c'est toujours aléatoire, tout le monde est bon, et il va falloir se dépasser, se surpasser. Donc je compte rendez-vous dans un mois. Tout à fait. Merci Ramayad, à bientôt. Merci. Au revoir.